Yoann, je sais pertinemment que tu t'es déjà battu blessé. Donc, je veux avoir ton avis. Est-ce que un combattant, surtout en combat de championnat, devrait entrer dans la cage blessé? Et s'il perd, est-ce qu'il devrait parler de sa blessure après? C'est surtout ça l'enjeu aussi. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu perds ton combat puis que tu étais blessé, ça devient l'excuse numéro 1. C'est tellement facile à dire. Tu sais, je pense que ça dépend du degré de blessure. Ça dépend vraiment du degré de la blessure. Tu sais. Mais une chose est sûre, c'est l'excuse facile de perdre un combat puis de mettre ça sur la faute de la blessure. Puis toi, se battre blessé, t'as déjà fait ça relativement souvent? Relativement souvent, oui. J'ai déjà été combattre. Puis 5 jours avant, je m'étais ouvert l'arcade sourcilière. J'avais eu 7 points de suture. Ça avait juste eu le temps de fermer un petit peu. Puis le médecin de la régie, quand il a regardé, là, il était pas trop certain de vouloir me laisser aller. Finalement, il me laissait aller, mais c'est déjà arrivé, oui. Ah là là, on va en reparler parce que ça semble que c'est ce qui est arrivé dans le combat de championnat entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev. Tout ça et bien plus au menu aujourd'hui au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Oui, autre belle émission pour vous aujourd'hui, autre beau balado parce que restez là dans quelques minutes. Entrevue avec Ayman Zahabi, à quoi un peu plus d'une semaine maintenant de son retour dans l'octogone à l'UFC Vancouver contre Marlon Chito Vera. On va également mettre la table pour l'UFC Rio. Charles Oliveira contre Mateusz Gamrot cette fin de semaine avec quelques commentaires du combattant polonais. Mais tout d'abord, Yoann Lennes, on revient sur l'UFC 320, 2 combats de championnat. Et on le disait, le Magomed Ankalaev qui a perdu sa ceinture contre Alex Pereira. Quelle performance de Pereira. KO au premier round. Une grosse droite qui a couché le Russe et les coups de coude. Et cette fameuse blessure dont je parlais là, en tout début d'émission, semblerait qu'Ankalaev était blessé aux côtes. Et là, on a vu que les coups de coude, il y en a qui ont touché les côtes. Et l'arbitre Goddard qui a mis fin au combat assez rapidement. Là, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? De un, la performance de Pereira, là, malgré les circonstances. Là. Bien, on a senti que Pereira était en plein contrôle. T'sais, contrairement au dernier combat où est-ce qu'on le sentait un petit peu à reculons, peut-être un petit peu plus dans sa tête, on l'a senti en plein contrôle. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est un Pereira imposant. Il était tellement gros dans la cage. Il semblait être tellement gros à comparer à Ankalaev. Donc, on l'a vu rentrer, mettre la pression. Il était imposant. Sa force de frappe. C'est rare qu'il touche la cible avec une grosse main droite. On le connaît plus avec son crochet de la main avant. Moi, j'ai vu aucune solution pour Ankalaev. Peut-être qu'il y avait une blessure derrière ça. Ça serait pas surpris et voyant la performance qu'il a donnée. Une chose est sûre, c'est que je pense qu'on va avoir une trilogie, sauf que du côté de Pereira, Glover, Teixeira et tout ne semblaient pas vouloir s'en aller dans cette direction-là. J'ai hâte de voir c'est quoi la suite. Ben, honnêtement, est-ce qu'on donne tout de suite est-ce qu'on redonne une chance à Ankalaev après la performance qu'il a donnée? Quoi, ça a duré 1 minute 20. Il n'a pas lancé un coup. Pereira, comme tu le dis, le jour et la nuit par rapport au premier combat. Dans le premier duel, rappelez-vous, c'est vraiment lui qui était sur le pied arrière et c'est Ankalaev qui mettait énormément de pression. Là, le peu de temps que ça a duré, c'est Pereira a tout de suite foncé sur Ankalaev. Il a eu besoin d'un coup de poing, quelques coups de coude en ground and pound, puis ça s'est terminé. Puis honnêtement, après ce que Hulberg a fait la semaine passée, je pense que les fans et l'UFC, est-ce qu'on y va du côté d'Hulberg avant de redonner une autre chance à Ankalaev? Moi, c'est vers ça que je pencherais. Là. Je suis complètement d'accord avec toi. Avec la performance que Hulberg a faite, un chaos spectaculaire avec la grosse main droite, on ne peut que s'imaginer. 9 victoires de suite aussi, là? Oui, 9 victoires de suite, c'est certain. Oui, non. Hulberg est le prochain sur la liste, c'est certain. Si on fait un comparatif de Pereira qui a perdu contre Ankalaev, qui ne semblait pas être dans sa bonne forme physique, mais qui a quand même fait 50, tu sais, qui a fait ses 50, donc il a perdu par décision. Ankalaev a simplement, j'ai l'impression qu'il a abandonné, qu'il a lancé la serviette. Rappelons-nous que les coups de coude nord-sud étaient illégaux dans le temps, puis que là, on a clairement vu Pereira en profiter, puis tu sais, je pense que c'est un élément clé dans sa victoire, ça aussi. Donc oui, je pense que Hulberg Pereira est très vendeur, ça achète, puis j'aimerais voir ça. C'est la chance d'une vie pour Hulberg.
un combat très risqué encore là d'aller affronter le grand Chama, là. Exact. Et pour en finir avec cette fameuse blessure, là, Pereira l'a dit dans son entrevue, il dit « La dernière fois, j'avais pas mes pleines capacités, personne me croyait. Là, je pense que je voulais prouver que j'avais mes pleines capacités. Puis là, on joue le même jeu du côté d'Ankalaev. Je trouve ça un peu dommage parce que ça enlève vraiment du crédit à Pereira. Oui, mais corrige-moi si je me trompe. Je veux dire, après des camps d'entraînement de 8 semaines, des fois 10 semaines, ultra intensifs, oui, les méthodes d'entraînement ont changé. On arrête le sparring un peu plus tôt pour se remettre, arriver dans les combats assez en forme. Mais ça doit être assez rare que tu es à 100% dans un combat après un camp d'entraînement aussi intense. Spécialement, pas en fin de carrière, mais je pense qu'il est rendu à un niveau à l'UFC où est-ce qu'on est au niveau mondial, où est-ce que les gars font ça depuis une dizaine d'années. Donc, tu sais, c'est pas récent. C'est sûr que le corps devient hypothéqué. C'est sûr que les entraînements sont tellement intenses. Puis, on est reconnus, les combattants de l'UFC sont reconnus pour faire des combats puis faire des camps d'entraînement tellement intenses pour que le combat soit plus facile. Donc, c'est reconnu que dans le camp d'entraînement, c'est supposé d'être plus intense que dans le combat. Donc, c'est sûr que ça vient avec des petits bobos. La récupération, surtout les semaines avant le combat, c'est super important. Mais c'est normal, malheureusement, de devoir se battre avec quelques petits bobos. La suite pour Pereira, comme on le disait, soit Hülberg, une trilogie contre Ankalaev, un passage chez les poids lourds aussi. Parce que là, toutes les avec une victoire de retour avec la ceinture, Pereira, une des plus grandes vedettes de l'UFC, toutes les avenues s'offrent à lui vraiment pour la suite de sa carrière à 38 ans. Moi, je pense qu'il va tenter d'aller chercher une troisième ceinture plus tôt que tard. Surtout s'il y a un combat contre John Jones peut-être ou dépendamment de ce qui va se passer avec Aspinall contre Cyril Gane. Il y a des options de ce côté-là aussi. Puis pour Ankalaev, ça va être intéressant aussi. Il va devoir guérir cette blessure au côte s'il en a une vraiment. Et c'est une première défaite depuis 2018 pour lui aussi. Donc comment il va se relever de tout ça? Intéressant à suivre pour le combattant russe également. En demi-finale, Merab Dvalishvili contre Corey Sandhagen. Autre sortie, autre défense de titre pour le combattant géorgien qui cimente vraiment sa place. Johan, comme à mes yeux et aux yeux de son patron, Dana White, qui le dit, le meilleur poids coq de l'histoire de l'UFC. C'est fascinant ce qu'il réussit à faire. Et encore une fois, aucun problème pour lui face à Corey Sandhagen. Et Merab qui semble s'améliorer au niveau du combat debout à chaque performance, à chaque fois qu'il se présente dans la cage. C'est une version améliorée. On pensait qu'il allait se faire dominer par Sandhagen au niveau du combat debout. T'sais, on savait qu'il avait été en mesure de bien rivaliser contre O'Malley, mais encore une fois, a démontré qu'il était performant au niveau du combat debout. Il a failli finir ça au deuxième round, hein, avec un combat debout. Là. A touché la cible, là. Puis ajoute à ça, c'est amené au sol. 20 projections. On le sait qu'il va faire ça. Puis moi, j'écoutais ça à la maison avec mes combattants, puis on regardait ça, puis on se disait... C'est 5 projections au sol par round, c'est immense. 20 dans un combat, c'est incroyable. Mais moi, j'ai un petit bémol à apporter à ça. Sans rien lui enlever, là, c'est impressionnant. Mais si tu réussis 20 projections dans un combat, c'est parce que l'autre a réussi à se relever à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de projections, mais il y a le contrôle au sol de Merab est un peu déficient ou... En tout cas, parce que Georges, mettons Georges, là, qui était... Puis je veux dire, OK, je suis un peu biaisé parce que Georges, il est chez nous, puis c'est le plus grand de tous les temps, puis on l'aime, mais... Tu sais, lui, il a fini sa carrière avec 90 projections. Mais lui, quand il t'amenait au sol, il te gardait au sol. C'était compliqué de te relever. Donc, il ne pouvait pas en réussir 20 par combat, là. Est-ce que tu es d'accord avec ce petit bémol-là que j'apporte? Je suis d'accord. Je pense que c'est ce qui fait que ça rend son style un peu plus excitant. Donc, Merab a tellement confiance en ses takedowns, a tellement confiance en sa capacité de se relever, d'avoir du cardio, de pouvoir shoot box, qu'il se dit « OK, il n'y a pas de problème, relève-toi, mon homme. Dans quelques instants, je vais te ramener à terre, puis on peut faire ça tout. » Fait que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais d'un autre côté, ses adversaires sont tellement brûlés à se faire ramener au sol, se relever, se faire ramener au sol, se relever. Quand tu restes sur ton dos, oui, tu es fatigué, mais... Donc, je comprends ce que tu dis, mais je pense que ça fait partie du style de Merab, puis c'est ce qui fait qu'il est moins
il est moins ennuyant, il est plus divertissant aussi, tu sais. Oui, effectivement. Il y a de l'action. Il y a énormément d'action. Comme on vous le dit, a failli lui passer le corps au deuxième round. À la toute fin, dans les dernières secondes, Corey Sandhagen a placé peut-être son meilleur coup. On a vu Merab un petit peu chambranlant. Il était ébranlé. Ébranlé un petit peu, exact. Puis là, il s'est sauvé. Il restait 10 secondes au combat intelligemment. Il n'a pas engagé. Il avait gagné presque tous les rounds. Ça a été 4-1 là, sur toutes les... Il y a eu un 18 aussi. C'était un très beau combat. Beaucoup de volume, beaucoup d'action. Sandhagen qui a vendu cher sa peau, qui ne s'est pas laissé abattre, qui a fait ses 5 rounds. Donc... Merab, oui, dominant, mais on peut pas dire que Sandhagen n'a pas essayé. Non, puis je veux dire, je suis entièrement d'accord. Il essaye tout. Il est juste dans une classe à part, Merab Dvalishvili. Puis ça me fait rire de voir Sean O'Malley. Il dit, je pense que je suis le seul à être capable de le battre. Tu sais, encore, c'est correct d'y croire, mais ça fait 2 fois là, que tu t'es fait complètement malmener. Là. Puis la dernière fois, c'était même pas chic. Je serais prêt à voir Petyarian. Ça semble être ça l'avenue. Peut-être même au mois de décembre. À suivre donc. Peut-être changer de catégorie de poids pourrait être intéressant pour Merab. On le sait qu'il est tellement dominant dans cette division-là. Peut-être s'il change de catégorie de poids, on pourrait avoir un petit peu plus d'adversité. Peut-être, effectivement. Il lui dit qu'il veut la défendre encore à plusieurs reprises à 135 livres, vraiment faire le ménage. Il y a des gros combats qui s'en viennent. Là. Mario Bautista, s'il gagne contre Umar Nurmagomedov à l'UFC 321, lui aussi, il va être sur toute une séquence, peut-être va mériter sa place. Mais on se demande vraiment... Et puis honnêtement... le record là, c'est sa 14e de suite, 14e victoire consécutive, Merab Dvalishvili. Le record de 16 de Anderson Silva est vraiment à sa portée. Là. Je vois vraiment pas qui peut le battre à 135 livres, du moins. Donc, autre grosse performance du champion. Pro HK, Khalil Rountree. Je sais que tu as des gars dans ton équipe qui aiment beaucoup Jiri Pro HK. J'imagine que c'était des spectateurs attentifs. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de sa performance? Ah ouais. Et qu'est-ce que le coach a pensé aussi? Là? C'est drôle que tu dises ça parce que là, hier soir, il montrait le crochet qui a mis le KO à Rountree. Puis il disait que c'était. J'avais des gars qui disaient que Pro HK avait le meilleur crochet. Mais qui partait les mains basses. Puis là, en tout cas, j'étais pas très d'accord, mais écoute, ça reste que. Il a démontré que c'était. C'est un très grand dans ce sport-là. C'est un samouraï, je veux dire, c'est un emblème. On l'a vu pleurer quand que Pereira a gagné à la fin parce qu'il savait que ça allait éventuellement il allait devoir l'affronter. Il s'est fait dominer au deuxième round. A failli perdre ce combat-là. Là, au début, on se dit, mon Dieu, comment il va sortir au troisième round? Ça allait vite pour lui. Là. Rountree, oui. Honnêtement, il était beaucoup plus technique, les mains sortaient tellement rapidement. Le volume de coups que Rountree envoie, c'est ça exactement. Le jeu de pied de Pro HK aussi. Combien de fois on l'a vu glisser? Semblait pas d'être dans une position vraiment adéquate pour réagir, contre-attaquer, tout ça. Glissait beaucoup. Je trouvais vraiment qu'il était pas techniquement... Mais, c'est son style aussi, là, mais je trouvais que particulièrement dans ce combat-là, devant un gars qui était devant lui très, on va le dire en anglais, square, avec une technique qu'on enseigne vraiment dans les livres, les mains hautes, fort sur ses pieds, qui avance. Puis t'as l'autre qui était un petit peu genre les pieds super larges, des points d'appui pas super stables et tout ça. C'était vraiment particulier à voir. Là. C'est particulier à voir, puis c'est son style, Jiri. On dirait qu'il n'a jamais la tête en haut de ses jambes. On dirait qu'il est toujours un peu en angle, les jambes super larges, gaucher, droitier. Ses coups viennent du bas, donc c'est super difficile de les voir venir. Par contre, il mangeait énormément de coups, puis on a vu clairement son menton a récupéré de son dernier KO contre Pereira parce que Rountree a touché la cible à plusieurs reprises. Puis Jiri est resté debout, a pas semblé flancher du tout. Donc, vraiment, là, une belle performance. Puis moi, ce que je trouve remarquable, c'est vraiment qu'il a laissé passer la tempête au deuxième round parce qu'il s'est fait toucher énormément au deuxième round. Il est revenu fort au troisième round, puis il a terminé le combat avec un gros KO, avec une belle combinaison, le direct et le crochet. Donc, je trouve ça beau, je trouve que c'est une belle histoire, je trouve ça beau de le voir rebondir comme ça. Puis... lui aussi, c'est une option potentielle pour Pereira, peut-être, en combat de championnat. C'est aussi une option potentielle pour Ankalaev, Jiri Prochazka, parce que les deux, on sait qu'ils ne s'aiment pas beaucoup. Sur les médias sociaux, il y a eu de l'animosité. Puis Prochazka le disait même en entrevue par la suite, il dit... Je suis content pour Alex parce que j'ai peut-être une chance à une trilogie contre lui, puis je veux vraiment le battre. Il m'a battu 2 fois, mais une partie de moi
aimerait ça affronter Ankalaev, aurait aimé ça l'affronter pour le titre également parce que j'ai des choses à prouver contre lui. Donc, mais pourquoi pas un Hulberg Pereira puis un Ankalaev ou un Prohashka, je serais. Ça brassait les cartes un petit peu. Exact. Ça ferait du bien dans la division, oui. Joe Pyfer a gagné avant la limite contre Abus Magomedov, qui fait son entrée dans le top 15 à 185 livres, et Ateba Gauthier, le phénomène camerounais, qui a laissé aucune chance à Tretson Vines. Un combattant qui est arrivé à la dernière minute, qui s'est sauvé pendant 1 minute. Aussitôt qu'Ateba Gauthier a mis le grappin dessus, ça s'est terminé. Puis il n'a même pas eu l'air de forcer Ateba Gauthier, honnêtement. Ça va être difficile pour lui de trouver des adversaires à 185 livres. C'est vraiment un monstre. Puis il y a tellement de place à amélioration aussi dans son jeu au niveau technique, j'ai l'impression. Mais physiquement, les outils sont là. Donc, à suivre cette carrière du jeune Ateba Gauthier, qui est un peu, on le dit, le dauphin peut-être, ou un émule de Francis Ngannou, mais à 185 livres. Exactement. UFC Rio cette fin de semaine, on va y aller rapidement. On va mettre la table pour les 2 combats principaux surtout. Charles Oliveira qui affronte Mateusz Gamrot. Choc de style, hein, Johan, parce que... Choc de style, mais 2 combattants très, très forts au sol. Le gros lutteur, Gamrot, qui fait partie des meneurs à 155 livres dans l'histoire pour les projections, avec 49. Alors qu'Oliveira, sur son dos, et en grappling, en jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment un as. Le plus de victoires avant la limite, le plus de soumissions dans l'histoire de l'UFC avec 16. Jeu d'échecs, si ça se retrouve au sol, honnêtement, pour les amateurs de grappling, ça va être tout un show, là. Ouais, ça va être tout un combat, ça, parce que les deux aussi debout peuvent être en mesure de bien échanger. Puis vraiment, là, au niveau du combat au sol, permettez-moi l'expression, on appelle ça des scrambles. Donc, c'est rare que c'est des combattants qui vont être dans une position et qui vont stacker, donc ils vont rester coincés là sans bouger. Ils vont toujours être en mouvement. Donc, ça rend les combats spectaculaires lorsqu'on se ramasse au sol et qu'on est toujours en mouvement, en train d'essayer d'avancer notre position. Comme tu l'as mentionné, Gamrot qui est vraiment un spécialiste de la lutte, tandis que Oliveira, lui, va essayer vraiment de tenter les soumissions avec ses bras, ses grands bras, ses grandes jambes, les triangles, les anacondas. Donc, je serais pas surpris, moi, de voir le combat un petit peu plus se développer debout. Essayer de se tester un petit peu plus, de respecter beaucoup la lutte puis le jiu-jitsu de chacun des côtés. Au combat debout, peut-être avantage au niveau de la force de frappe Gamrot. Par contre, l'expérience d'Oliveira, on peut pas lui enlever. Donc, c'est vraiment un combat intéressant, ça aussi, là. Toute une opportunité aussi pour Mateusz Gamrot, qui a 3 semaines d'avis, accepte de remplacer Rafael Fiziev, blessé. Et j'ai parlé d'ailleurs au Polonais cette semaine. C'est disponible sur les plateformes de TVA Sport, sur le site Internet, sur la page YouTube également. On va aller tout de suite écouter un extrait sur, justement, l'opportunité pour lui. Il est classé 8e, affronte l'ancien champion qui est classé 4e. Vraiment une chance qu'il attend depuis très, très, très longtemps, Mateusz Gamrot. Huge opportunity. This is the biggest fight in my career so far. Long time I try fight with Charles, but I never got this. But right now, the God give me this. 3 weeks before, short notice, but no problem. This is like life preparation, 35 years old, strong, healthy, many jiu-jitsu tournament, many wrestling tournament and camps. So I am more than ready fight part with him. I am not afraid exchange submission in the ground with him. So this is gonna be a really entertaining fight for the fans. Alors, vous l'entendez, là, effectivement, n'a pas peur d'échanger au sol. Mateusz Gamrot a dit qu'il est prêt, il en a vu d'autres. Il a dit 3 semaines, mais je m'entraîne depuis toute ma vie. Donc, pour lui, c'est rien d'épeurant. Veut donner un bon combat aux amateurs. Mais à chaque fois qu'il a eu une grosse opportunité, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il a affronté Arman Tsarukyan. On disait 2 jeunes loups. Celui qui va l'emporter va foncer vers le sommet. Gamrot l'emporte, mais tout de suite après, trébuche contre Beneil Dariush. Repart sur une séquence de victoire, trébuche malheureusement contre Dan Hooker. Donc à chaque fois qu'il était sur le point de percer le top 5, d'être en conversation, a trébuché. On lui souhaite cette fois-ci de ne pas trébucher contre Oliveira, mais la pression est quand même haute, là, grande. La pression est très grande, tu sais, puis surtout qu'on le sait, là, tu sais, Gamrot, c'est son combat, c'est sa chance pour lui de rebondir, tu sais, puis là, s'en va affronter Oliveira. C'est sûr, lui, il revient d'un chaos aussi contre Topuria il y a 3 mois, donc peut-être va vouloir essayer de se motiver beaucoup avec ça.
Chose est sûre, Oliveira, c'est un gars des grandes soirées. Il est habitué des grandes soirées, des grandes occasions. C'est pour quelqu'un qui va couler sous la pression. Gamrot, lui, comme tu l'as mentionné, des fois, c'est plus difficile. Quand le combat est important, c'est là que, tu sais, qu'on coule. J'ai hâte de voir, moi, comment Gamrot va surmonter cette pression-là d'un combat principal, d'un main event contre Charles Oliveira. Ça reste quand même un changement d'adversaire. C'était pas ça qu'il y avait en avant de lui. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en considération. L'autre côté, Oliveira, 3 mois déjà, son gros KO contre Topuria. Comment il va rebondir de ça? Hein, oui. Est-ce qu'il est complètement remis? Je pense que vraiment, c'est une opportunité en or pour Gamrot de capitaliser sur un combattant comme Oliveira. C'est des cartes qui sont toutes ensemble en ce moment. Deuxième extrait que j'ai pour vous de Mateusz Gamrot, qui est 4-1 à ses 5 derniers combats. Justement, ce sentiment d'urgence. Rajeunit pas à 35 ans. Puis c'est un peu décevant dans une certaine mesure de penser que tu gagnes. Tu sais, tu as des gros noms à ta fiche. Comme je vous dis, il a gagné contre Tsaroukian, contre Dos Anjos, contre Fiziev, des gros noms. Mais ça prend une blessure pour obtenir sa plus belle opportunité. Donc, est-ce qu'il se sent un petit peu négligé par l'organisation? Puis est-ce qu'il y a un certain sentiment d'urgence pour lui là, de se dépêcher, de ne pas trébucher avant d'arriver au sommet? Puis est-ce qu'il est un peu déçu là, de la tournure des événements? On peut l'écouter là-dessus. I am almost 5 years in the UFC. I know if I want to be top of the mountains, I need to beat the biggest name. But I am no rush, you know. I know everything God has the plan, you know. If I will be the champion, then I know I will be the champion. I do everything what I can in my life to be the best in the world. I sacrifice my family, my friends from Poland. I moved to Florida. I train every day in good recovery. I live indoors in ATT, no TV, no distraction, no nothing, bro. So I believe on my way. I believe my way. Alors, Gamrot, effectivement, veut pas trop penser au passé, en fait, veut surtout se tourner vers l'avenir, puis il le sait que c'est sa plus grosse opportunité en carrière. Donc, ce qui est arrivé auparavant, ça n'a pas trop d'importance. Ça va être difficile aussi parce que Oliveira, en 17 combats professionnels, n'a jamais perdu chez lui au Brésil. Et à l'UFC, je pense que c'est 6 victoires, aucune défaite. Donc, lui, l'avantage de la maison, l'avantage de la foule, c'est important. Là. Un retour depuis 2020 pour Oliveira, donc ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu chez lui aussi, puis on le sait, c'est quoi là, quand on se bat au Brésil, chez nous, à la maison, donc a la chance de faire un combat principal, tu sais, lui, c'est sa source de motivation numéro 1 de rebondir justement de sa dernière défaite. C'est une opportunité en or pour lui de combattre à la maison. Là. Exactement. Un autre qui va se battre chez lui au Brésil, Davison Figueiredo contre Montel Jackson. Figgy qui est en demi-finale, dans le fond, de cet événement UFC Rio. Classé 6e à 135 livres, revient de 2 défaites contre des gros noms, Peter Yan et Corey Sandhagen. Revient de blessure également. On sait que Sandhagen lui avait carrément... lui avait brisé le genou là, dans leur duel, dans une prise de soumission. Montel Jackson, 15e dans les classements, 6 victoires de suite. Donc, quand même, Figgy qui prend un défi pas facile, là, un gars qui est sur toute une séquence. Ouais, sur toute une séquence. Puis, tu sais, il est 9-2 à l'UFC. C'est une belle fiche à l'UFC, là. Il a 15 victoires. À ses 15 victoires, il y a 8 KO. C'est un gars qui cogne très dur quand même. Donc, c'est vraiment un gros test pour Figueiredo qui, lui, justement, on l'a mentionné, comme tu l'as dit, revient quand même d'une dure performance. Ça n'a pas été facile. Donc, Jackson, là, qui est sur toute une lancée, 6 victoires consécutives. C'est un gros test là, pour Figueiredo qui va se battre à la maison devant ses fans, va vouloir défendre le territoire. Lui aussi, est-ce qu'il est remis complètement de cette blessure? Ça n'avait pas l'air beau, là, la blessure qu'il a subie contre Sandhagen. Donc, à suivre pour ça. Et Figueiredo, s'il gagne, c'est un autre nom là, qui s'ajoute. Il n'a jamais affronté Merab, donc peut-être pas tout de suite. Oui, mais s'il gagne, il va rester dans le top 5-6 de la division. Puis Montel Jackson, s'il se paye le numéro 6, lui, ça va être tout un bon dans les classements de l'UFC. Vicente Luque affronte Joel Alvarez. Ça va être intéressant de voir Alvarez, l'Espagnol, à 170 livres. On devait le voir à Montréal. S'est blessé à la dernière minute. A dû se retirer de son combat contre Benoît Saint-Denis. Mais fiche de 7-2 à l'UFC, à 155 livres. Mais toutes ses victoires avant la limite. 4 KO, 3 soumissions. Joel Alvarez, un combattant ultra spectaculaire. Un gros 155 livres
comment il va tirer son épingle du jeu à 170. Moi, c'est ça qui me fascine. Par contre, de l'autre côté, Vincent Luque, qui est pas un très gros 170 livres non plus. Tu sais, de ce côté-là, puis on le sait, Luque est sur une pente descendante, ça va pas super bien à ses derniers combats. Donc, c'est quand même un combat qui est quand même respectable pour Alvarez, considérant qu'il monte de catégorie de poids. Là. Et gardez un œil sur les poids lourds. Walter Walker contre Mohamed Ousmane. Le duel des frères, des petits frères. Walter Walker, le frère de Johnny, et Mohamed Ousmane, le frère de Kamaru. Mais Walker, tout un personnage, et comme son frère d'ailleurs, mais surtout des grosses performances à ses 3 derniers combats. 3 victoires avec des clés de cheville. Il est 14-1 au total. Il a plus d'un tour dans son sac, honnêtement. Exactement. Des grosses performances à ses dernières sorties. Il est très solide avec les clés de cheville, avec les jiu-jitsusiens. Mais devant lui, là, c'est tout un monstre qu'on a. Là, Ousmane, là, c'est sûr qu'il va respecter sa force de frappe. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le combat parce qu'on le sait, là, Mohamed Ousmane, c'est tout un personnage aussi. Donc, ça peut donner un combat quand même assez spectaculaire, très intéressant. Là. UFC Rio, donc, cette fin de semaine, sur les ondes de TVA Sport 2. J'ai pas les heures exactes. Je pense que c'est 17h, sauf erreur. Mais ce samedi, sur les ondes de TVA Sport 2 avec Jean-Paul et Pat. Yohan, je vais te laisser aller. Je sais que tu es très pressé. Je te remercie énormément. De notre côté, on va parler à Ayman Zahabi. J'ai fait une entrevue avec lui un petit peu plus tôt. On va écouter ses commentaires et je serai de retour tout de suite après pour la portion actualité de notre podcast. Merci beaucoup à Yohan et voici ma conversation avec Ayman Zahabi. Ouais, c'est dans moins d'une dizaine de jours qu'il va affronter Marlon Chito Vera à l'UFC Vancouver. Il sera de retour dans l'octogone. Ayman Zahabi, merci énormément de prendre le temps. Quoi, entre 2 entraînements, j'imagine? Là? Oui, exact. Entre mes entraînements, mais un gros merci à vous pour m'avoir. Et je veux dire aussi un gros merci à tous les Montréalais, les Québécois et les Canadiens qui sont venus au Centre Bell le 10 mai pour me regarder me battre contre José Aldo. Vous m'avez donné un moment de support que je n'ai jamais oublié dans ma vie. C'était incroyable comment vous avez crié et chanté pour moi durant le combat. Je vous apprécie tous. Écoute, ça tombe bien que tu parles de ça, Ayman, parce que avant de parler de ton prochain combat, je voulais vraiment revenir sur ce qui s'est passé à Vancouver, parce que à Montréal plutôt. On s'est pas reparlé depuis ce temps-là. Ça fait quoi, c'est au mois de mai, là, ça fait presque 6 mois maintenant, 5 mois. Est-ce que ça a été compliqué, Ayman, de revenir sur Terre après la montagne russe d'émotions, le combat épique que tu as livré? La foule, comme tu disais, là, je veux dire, à quoi ça ressemblait là, les semaines qui ont suivi cette grosse victoire-là pour toi? Oh, c'était incroyable. Et je suis allé en vacances avec ma famille tout de suite après mon combat en Las Vegas. Puis même à Vegas, le monde m'arrêtait et me disait « Ah, c'est toi qui as battu Aldo! » Puis le monde commençait à me demander pour des photos, des autographes et tout. Même en vacances, tu sais, hors du combat, hors de la semaine du combat. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment expériencé avant. Et même à Montréal, quand j'ai revenu, durant tout l'été, quand j'allais au restaurant à Montréal ou à Laval ou à Blainville où j'habite, le monde commençait à me reconnaître. Like, beaucoup de monde, ils ont vraiment regardé ce combat-là. Je pense parce que 2 raisons. Un, c'est contre Aldo. J'ai un gros nom, tout le monde aime le regarder. Et 2, c'était à Montréal. Donc, ça m'a vraiment comme... ça m'a vraiment donné une place comme combattant montréalais, québécois, canadien. Puis je suis content et fier de tous les partisans qui m'ont soutenu durant le combat. Et même après, je vous apprécie tous. Qu'est-ce que tu as appris le plus dans ce combat-là? Dans le combat, mais aussi dans les jours précédents, avec tout ce qui s'est passé à la pesée, il a fallu que tu surmontes tout ça et que tu gardes le focus. Donc, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu as appris de toute l'expérience de Montréal? J'ai appris que il faut être capable de surmonter des désavantages pour être apprécié par tout le monde. Quand tout est comme normal, régulier, il n'y a rien de spécial dans le combat, le monde il apprécie pas ta victoire autant que quand il y a une énorme montagne devant toi. Je pense que ça joue un peu aussi pourquoi le monde ils ont aimé le combat. Aldo il avait manqué le poids par presque 8 livres et j'ai pris le combat quand même. Et durant le combat, il m'a fait rock, puis il m'a frappé avec un coup de genou. Quand j'ai tombé, il m'a donné un soccer kick. Quand je me relevé, il m'a kické un autre soccer kick, puis j'ai tout survécu pour le mettre en trouble et de lui faire mal, de le couper, de le faire saigner, gagner le round, même si je me fais knockdown. Donc, je pense que le monde apprécie quand tu as une performance qui n'est pas certaine.
sais, comme le niveau de difficulté de ce combat-là avec le manque de poids et ce qui est arrivé durant le combat, ça m'a vraiment donné plus de fans. Le monde m'apprécie, puis j'adore ça. Et ça me donne le courage aussi que maintenant, la seule chose que je dois faire durant mes combats, c'est juste à performer. Si je me bats avec tout mon cœur, le monde va m'aimer. C'est pas juste de gagner, mais c'est d'avoir une très belle performance et de surmonter des difficultés. Et là, pour être honnête, j'aimerais ça si Vera manque son poids pour que je fasse un peu plus d'argent. Tu sais, I want to climb another mountain. Tu sais. Non, ce serait une malchance, mais effectivement, t'as réussi une fois, pourquoi pas une deuxième? Oui, puis tu sais, le monde, tu sais, j'étais content parce que là, il y avait juste 3 autres gars qui l'ont battu Aldo à featherweight. Mais je suis le seul, unique personne qui était bantamweight et lui, featherweight. Les autres, ils étaient featherweight avec lui. Moi, j'étais bantamweight, puis lui était featherweight. Donc, je suis comme, j'ai comme un record unique dans l'histoire à lui battre. Tu sais? Je suis seul à le faire de cette façon-là. Effectivement, vraiment plus petit de la catégorie de poids inférieur. Puis tu l'as envoyé à la retraite en plus. La résilience que tu as démontrée aussi dans ce combat-là, après le premier round difficile, oui. Tu te fais rocker, comme tu dis, au début du troisième, mais tu reviens super fort. Je veux dire, ça a été quoi les réactions de ton frère, de Ferraz, de ton coach et de ton entourage? Je veux dire, ça aussi, là, c'est une belle marque c'est un bel accomplissement de dire que tu as trouvé les ressources nécessaires et tu as trouvé une façon pour aller chercher cette victoire-là. Hein? Oui, je pense que Firas était vraiment fier du résultat. Comment je me suis récupéré après je me suis fait knockdown. Et c'est drôle parce que j'ai pas aperçu durant le combat parce que j'étais focus sur Aldo. Mais quand j'ai regardé le combat après, je regardais dans le background, je voulais voir Georges puis Firas comment ils ont réagi. Mais c'était drôle parce que Georges, il paniquait, puis Firas calmait Georges Saint-Pierre. Je trouvais ça drôle. Moi, je pensais que ça serait l'inverse, que Georges était en train de calmer Firas. Mais non, c'était Georges qui avait peur pour moi, tu sais. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Puis, non, mon frère, il m'a dit qu'il était vraiment fier de moi, que j'ai resté composed. Je me récupéré, j'ai fait l'espace, j'ai fait tout ce qu'il m'a déjà montré durant mes entraînements pour comment récupérer dans cette situation-là. Puis, tu sais, il veut jamais que je vois dans un combat avec le pensée de le faire. Mais le fact that I did it, il est fier de moi. Puis là, je veux battre Vera sans ça. Tu sais, je veux qu'il manque le poids, mais je veux pas me faire knockdown. Ah, mais c'est drôle, c'est vrai, j'avais oublié le fait que Georges était dans ton coin, puis ça. Puis là, je viens d'avoir le flash de Georges contre Carlos Condit qui se fait rocker au Centre Bell, la même chose, puis trouve juste, panique pas, tu sais, puis trouve la façon avec Ferraz aussi dans le coin. Donc, tu sais, toute la roue qui tourne et tout ça, puis situation similaire qui se présente, non, c'est un clin d'œil particulier, effectivement. Bon, Vera, à Vancouver, j'espère pour toi que la foule va être aussi débile qu'à Montréal. Bon, c'est sûr qu'à Montréal, tu étais à la maison et tout ça. Ouais. Là, tu étais à l'autre bout du pays, mais à quoi tu t'attends là, de te battre encore une fois au Canada et d'avoir ces partisans-là derrière toi? Oui, je suis vraiment fier de me battre au Canada. J'adore ça, me battre au Canada. Tu sais, Vancouver, c'est la première place où je me suis battu, puis ils m'ont donné le olé olé. Donc, tu sais, ils ont toujours une place dans mon cœur, mais il n'y a personne comme les partisans québécois. Le volume du Centre Bell, c'est incroyable. Tu sais, moi, je me suis, tu sais, comme coach ou combattant, je me suis été dans plusieurs arénas autour du monde et il n'y a pas une place comme Montréal. C'est incroyable, tu sais, comment le volume il s'atteint. Il y a un moment où j'étais par-dessus Aldo, puis quand je lui ai donné un coup de coude, je pouvais même plus entendre du bruit. C'était tellement bruyant que j'entendais rien. Puis c'est comme quelque chose que c'est incroyable et je souhaite avoir un bon combat devant les partisans de Vancouver et qu'ils me supportent comme ils m'ont fait ici à Montréal. Vera, tu l'as mis au défi après ta victoire contre José Aldo. Le fait que l'UFC exauce ton souhait, à quel point tu es satisfait et tu es excité par ce match-up-là? Oui, je suis vraiment content avec eux. Même avant, quand on faisait les négociations avec Sean Shelby, il m'a aussi dit... faut prendre des risques dans ta carrière. Tu sais, avant que j'ai dit oui, tu sais, il veut dire que tu vas être récompensé, pas juste avec l'argent, mais tu vas voir, il m'a parlé comme ça. Puis là, je pense que comme j'ai un peu plus de respect, comme eux, ils me respectent plus maintenant parce que j'ai pris le combat, je me suis fait knockdown, puis j'ai gagné quand même. Puis là,
Dana White était choqué par la foule quand il disait mon nom, Zahabi, Zahabi. Que quand le combat était fini, le 20 000 personnes dans le Centre Bell, ils étaient sur leurs pieds en train de nous applaudir. Donc, je pense que j'ai vraiment j'ai ma place à l'UFC maintenant. Et ça se montre qu'ils m'ont donné le combat que j'en voulais. Et ils m'ont pas fait défendre ma place. Ils m'ont laissé avancer quand même. Donc, je suis content pour me battre pour la 7e place dans l'UFC. Et je veux pas... I don't want to disappoint them. Je veux vraiment mettre une exclamation sur mon victoire avec Vera et continuer à monter. J'ai un nom dans ma tête que je veux faire call-out après ce combat-là. Puis on va voir s'il me le donne. Écoute, je te demanderai pas ça. On va le garder pour samedi soir. On va se garder la surprise. Il faut que tu battes Vera, bien sûr. Mais là, tu dis j'ai ma place à l'UFC. Et man, je sais pas si t'en doutais, mais je veux dire, tu l'as ta place à l'UFC. T'es classé quoi, 8e ou 9e? 9e, oui. Tu y vas pour une 7e victoire consécutive, une des plus longues séquences à 135 livres, derrière Batista et derrière Merab Dvalishvili, le champion, bien sûr. 6 victoires de suite, c'est pas rien. Puis tu pourrais rentrer dans le top 5 de la division en battant Marlon Vera. Qu'est-ce que tu vas devoir faire, selon toi, pour venir à bout de ce vétéran-là qui, on le sait, là, c'est un gars complet, un gars excitant, un gars qui vient pour se battre, un gars qui vient pour donner un spectacle. Donc, un défi quand même assez important. Oui, un gros défi, mais comme tu as dit, moi et Georges, on est les seuls combattants canadiens qui ont gagné 6 de suite. Georges en a gagné 13 de suite. Moi, je suis le 2e avec 6, Jazz avec 5. Donc oui, j'ai ma place maintenant à l'UFC dans les livres de records. Et pour Vera, écoute, on est similaires dans le sens que lui, il est comme un counter-striker. Moi aussi, je suis un peu counter-striker. Mais pour battre Aldo, j'allais plus sur l'offensive. Et j'avais beaucoup de succès. Donc, je vais faire comme un mélange d'être plus offensif et aussi être moins normal à counter-striker. Et tu sais, j'ai un couple de surprises que j'ai pas montré dans mes autres combats que je planifie à faire contre Vera. Et il veut pas être prêt pour ça parce que je l'ai jamais montré. Donc, j'ai une couple de bijoux pour lui. Oh, intéressant. Et on aura la chance d'en reparler, Eman, parce que la semaine prochaine, je vais être sur place à Vancouver. On va discuter plus en détail de techniquement, là, peut-être qu'est-ce qui s'en vient et ce que Marlon Vera présente pour toi. Mais honnêtement, c'est un autre, comme je le disais, un autre gros défi. Mais c'est un gars qui a perdu 3 de ses 4 derniers contre des gros noms. Il a perdu 2 de suite, puis 3. Il est 1-3 à ses 4 derniers, je pense. Mais il a perdu, je pense, contre Sandhagen. Oui, c'est vrai. Oui. Il a perdu, attends un peu, je l'ai noté ici, là, il a perdu contre Deiveson Figueiredo, il a perdu contre Sean O'Malley. Donc, évidemment, pas n'importe qui non plus. C'est un gars qui fait partie vraiment de l'élite des 135 livres. Qu'est-ce que tu as pensé de Merab Dvalishvili, d'ailleurs, pendant qu'on parle de l'élite des 135 contre Sandhagen? Oui, moi, je suis plus fier de Sandhagen que de Merab parce que c'est incroyable comment il a survécu le 2e round quand il s'est fait knockdown. Puis il a continué, puis il n'a pas perdu sa mentale. Comme si tu compares qu'est-ce qu'il disait le chef de coin à Sean O'Malley quand il se battait contre Merab, puis le chef de coin de Corey Sandhagen, comment c'est passé dans les breaks de 1 minute. Comme O'Malley puis son coach, ils ont accepté qu'ils perdaient. Mais Corey puis son coach, ils n'ont pas encore accepté. Jusqu'au dernier round, il dit non, tu vas avancer, tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas te laisser t'amener au sol, puis tu vas essayer de le knocker, puis tu vas avancer, puis tu n'arrêtes pas, puis tu te pousses. Comme j'étais vraiment fier de son préparation et de comment il s'est battu. Puis personne ne peut parler mal de lui en perdant ce combat-là. Puis aussi, tu sais, Merab, il a fait ce qu'il fait à chaque fois. Il l'a amené au sol 19 fois. Il a cassé le record de Georges pour les plus de takedowns dans l'UFC dans l'histoire. C'est quelqu'un, tu sais, c'est un phénomène d'une façon. Mais à un point durant le combat, comme au 3e, 4e, ça est devenu comme très répétitif. Mm-hmm. Il faisait la même chose, ça retournait, puis les partisans ils ont commencé à huer, bouh, bouh, bouh. Puis tu vois comme Sean Shelby, regardez comme. C'est un bon combat, mais le monde, il trouve ça un peu plat, parce que c'est toujours la même routine. À ce sujet-là, oui, 20 amenés au sol au 19, comme tu as dit, c'est énorme. Mais est-ce que ça veut dire que. Il peut pas le garder au sol. Exactement, là, je m'en allais. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que Corey Sandhagen se relevait, puis on l'a vu plusieurs fois, il y a Merab n'a pas, je sais pas s'il n'y a pas l'intérêt ou s'il n'y a pas la technique nécessaire pour garder ses adversaires au sol, mais oui, c'est phénoménal, 20 amenés au sol, mais Georges, quand il amenait ses adversaires au sol, il clouait là, puis les gars ne se relevaient pas.
pouvais pas en faire 20 dans un combat parce qu'il en faisait une par round puis c'était réglé. Donc, c'est à prendre quand même avec un grain de sel, cette donnée-là ou cette statistique-là de 20 projections. Oui, exactement. Puis, tu sais, je veux pas être comme disrespectful envers Merab. C'est incroyable. Moi, j'aimerais ça amener quelqu'un 20 fois au sol dans un combat. Je me ferais pas mal. Tu sais, le gars, il n'aurait pas d'énergie pour me frapper fort. Mais, comme tu as dit, il faut le clouer au sol. Tu sais, il faut le finir. C'est un des meilleurs champions dans l'histoire de Bantamweight, oui, mais comme son finish rate est très basse. Tu sais, et comme j'aimerais le voir finir, les gars, aussi. OK. Avant de te laisser partir, carte incroyable du côté de Vancouver. Renard de Raider, plutôt RDR contre Brendan Allen qui remplace Anthony Hernandez en finale. Mais tous les Canadiens, tous les gros noms sont là. Charles va être là avec toi comme Québécois, mais Mike Malott en demi-finale, je pense. Et puis Jasmine Jasdevicius, quel combat contre Manon Fiorot. Je sais que t'es ami avec Jasmine, mais Manon a fait tout son camp au Tristar. Avec nous, oui. T'es team Manon ou team Jasmine ou tu t'en mêles pas? Écoute, à la fin de la journée, c'est juste du business, tu sais, parce que moi, je prends ça comme un sport. Même quand, tu sais, un de mes proches amis, c'est Stephen Wonderboy Thompson. Puis lui, il s'est battu contre Rory. Tu sais, avant le combat, après le combat, on est des amis encore. Donc, on trouve ça, c'est juste du business, tu sais. Puis, il y a plein de gars qui vont se battre, tu sais, ils sont venus ici pour s'entraîner 1 mois, 2 mois contre quelqu'un qu'on connaisse, bien sûr. J'ai rien contre Jazz. Mais Manon s'est entraîné ici, on va l'avoir gagné, on l'a bien préparé pour ce combat-là. Puis à la fin de la journée, c'est un sport. C'est un sport, puis c'est pas quelque chose que... On n'a eu jamais nos adversaires, nous, ici à Tristar. Non, 100%. Puis c'est juste... En fait, c'est dommage parce qu'une des deux des deux va perdre, en fait. Là, mais, puis moi, je voulais être comme le type captain du Canada. Puis là, j'entraîne la fille qui veut venir comme me faire perdre Jasmine. Puis Jasmine est juste... Tu sais, si elle gagne son prochain combat, c'est moi et elle qui on a gagné 6 de suite au Canada. Exact. Donc, c'est quelque chose de comme style, mais on va en passer. Il y a des énormes enjeux. Puis moi, en tout cas, c'est un combat Manon contre Jasmine que j'ai très, très hâte de voir samedi. OK, avant de te laisser partir, à ta droite, on voit un super T-shirt. Honnêtement, il est superbe. On peut se le procurer, ce T-shirt-là, pour t'encourager samedi prochain? Oui, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Envoyez-moi un message privé, puis je vais vous répondre, puis vous pouvez en commander une avant le combat. Ça, c'est, si je me trompe pas, est-ce que c'est une photo de ton dernier combat? Mon combat oui, c'est une photo de mon combat avec José Aldo. Puis c'est un Montréalais on a fabriqué ça ici. Donc, on peut le recevoir juste avant le combat. Les premières commandes, je les fais sortir aujourd'hui et je ferai une autre commande la semaine prochaine pour tout le monde avant le combat. Ça se peut que je t'envoie un petit message, Eman, à ce sujet-là. Hey, Eman, merci énormément. Ta préparation est presque terminée. Le camp d'entraînement est presque terminé. On est dans le dernier droit. Bonne chance pour ton combat à Vancouver contre Marlon Vera. On va se revoir du côté de Vancouver de toute façon pour discuter de tout ça puis couverture complète sur les ondes de TVA Sport. Merci, mon ami, d'avoir été au SOS Podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, Eman. Et de notre côté, on passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Merci à Eman Zahabi. On vous rappelle, l'UFC Vancouver, c'est le 18 octobre. Il y a également Charles Jourdain, autre Québécois, sur cette carte du côté de Vancouver. Il affronte Davy Grant. Aux actus cette semaine, grosse nouvelle concernant Conor McGregor. Grosse nouvelle qui n'a pas énormément d'impact, mais qui fait énormément réagir, comme tout ce qui se passe avec Conor McGregor. Suspendu, non pas pour avoir échoué à un test antidopage, mais pour avoir échoué à être présent pour ces tests antidopage. C'est une suspension de 18 mois, rétroactive à septembre 2024, pour Conor McGregor. Je pense que la meilleure façon d'expliquer ça, c'est que c'est comme au baseball. Vous avez 3 prises. Quand on entre dans un protocole, le protocole de l'UFC, on doit pratiquement 24 heures sur 24 dire aux agents où on va se trouver.
voici mon horaire pour la semaine. Tel jour, je serai au gym de telle heure à telle heure. Je serai ensuite à la maison. Je serai au restaurant. Je pars en voyage à tel endroit. Voici mon hôtel. Vous pourrez me retrouver parce qu'il y a des tests inopinés, bien sûr, qui sont faits. Peu importe où vous vous trouvez. Donc, c'est la responsabilité des combattants de donner un horaire très, très, très précis. Bon. Et là, vous avez 3 prises, comme je vous dis. Si un agent se présente à l'endroit où vous deviez être le mardi matin à 9 h, et puis vous n'êtes pas là, ben, une première prise à votre dossier. Deuxième prise, quelques semaines plus tard, s'il se représente et vous n'êtes toujours pas là. Et là, ben, c'est ça, voilà, retrait au bâton pour Conor McGregor, qui à 3 reprises entre... juin et septembre 2024, il y a des agents qui sont présentés à l'endroit où ils devaient être et ils n'étaient pas présents. Je ne veux pas défendre Conor McGregor, mais c'est un gars qui voyage énormément. C'est un gars qui a plusieurs entreprises. C'est un gars qui est énormément en demande. Donc, c'est sûr que son horaire est chargé et il doit changer pas mal à la dernière minute. Puis, il fait pas mal ce qu'il veut aussi dans la vie. Donc, c'est pas surprenant qu'à quelques reprises, ben, ils ne mettent pas à jour son horaire et que les gens du protocole antidopage ne se présentent à un endroit où il n'est pas là. Ça, je vous dis, c'est la réalité. Et c'est encore plus difficile pour un combattant de sa notoriété qui voyage partout. N'en demeure pas moins que c'est sans responsabilité de le dire. Et s'il veut revenir à l'UFC, c'est toujours son objectif. Il doit se soumettre à des tests antidopage. Il doit respecter ces règles-là. La bonne nouvelle, s'il y en a une là-dedans, c'est que sa suspension prend fin en mars 2026. Et l'objectif pour Conor McGregor, c'est de revenir sur cette fameuse carte de la Maison-Blanche qui aura lieu le 14 juin 2026. Donc, malgré cette suspension de 18 mois, Conor, c'est toujours possible et dans les plans qu'il soit de retour sur la carte de la Maison-Blanche s'il n'arrive pas d'autres pépins au niveau de ses tests antidopage ou autres. Mais évidemment, le public s'en donne à cœur joie et commente sur le fait que Conor McGregor n'est pas capable de respecter un protocole antidopage. Et ça remet en doute vraiment s'il sera de retour un jour. Moi, je vais le croire quand je vais le voir. Je vous le répète, ça fait combien de fois qu'on parle de son retour? C'est un gars qui ne s'est pas battu depuis presque 5 ans maintenant. Depuis 2021. Donc, autre tuile, mais ça ne met pas, en théorie, en péril un retour potentiel à l'UFC Maison-Blanche. Ce dont je souhaite absolument vous parler également pour terminer l'émission, et c'était une performance tout à fait phénoménale. Et j'insiste sur le mot phénoménal pour Jonathan DiBella. On vous a mis la table un petit peu la semaine passée pour ce combattant montréalais de kickboxing qui a retrouvé sa ceinture, récupéré sa ceinture de champion. Champion unifié maintenant, champion incontesté des 135 livres, des poids pailles de l'organisation One Championship en kickboxing. Il a remporté son combat par décision unanime contre la légende thaïlandaise Prahanchai. Ça se passait vendredi dernier. Et Joe DiBella, vraiment, là, c'était spectaculaire. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ce combat-là, allez voir les faits saillants sur YouTube ou sur les médias sociaux. Allez voir le profil Facebook de Jonathan DiBella. Il y a des superbes photos de sa victoire avec sa ceinture. On l'a senti tellement soulagé, tellement heureux de cette victoire-là. Champion du monde, Jonathan DiBella. Vraiment un combattant d'exception parce qu'il n'a même pas 30 ans. Il vient de se payer une légende dans une revanche. Il a dominé ce combat-là. Au tout début, premier round, DiBella était seul dans le ring, a vraiment mis énormément de pression sur Prahanchai. Il était musculaire, il était puissant, il était tellement rapide également. On a vu toute sa préparation, c'était épique. Les coups de poing, les coups de pied également dans les jambes qui ont fait énormément de dommages aux Thaïlandais. Mais par la suite, et pour ceux qui suivent ça, vous savez que Prahanchai était champion de Muay Thai et de kickboxing. Puis c'est un gars qui recule pas. C'est un gars qui encaisse. C'est un gars qui a tout gagné dans sa vie. Je vous le dis, une légende vivante. Et plus le combat avançait, plus il montait en intensité. Et dans le premier duel, c'est ça qui a fait un peu mal à DiBella. C'est qu'il avait commencé fort, mais a vraiment perdu un petit peu d'essence par la suite. Donc je pense que Jonathan a mis vraiment beaucoup d'énergie et d'emphase dans sa préparation sur sa condition physique également, parce qu'il le savait que l'autre allait revenir. Et c'est ce qu'il a fait. Prahanchai a gagné le 4e round.
Il y a eu un avertissement de l'arbitre parce qu'il y a eu beaucoup de clinch, beaucoup de corps à corps, ce qui est interdit dans les règles de ONE FC. Donc, Prajan Chai a été averti. Mais au 5e round, Jonathan est revenu très, très fort pour cimenter cette victoire-là. Donc, des cartes, tous les juges ont gagné 4 rounds à 1 à Jonathan DiBella. Donc, une performance vraiment épique, sans faille pour le Montréalais, le Canadien. Et par la suite, Prajan Chai sur les médias sociaux a dit « Évidemment, je suis déçu d'avoir perdu ma ceinture, mais je n'ai pas honte et je n'ai pas honte de ma performance parce que je me suis fait battre par, clairement, le meilleur kickboxer au monde. » Donc, venant d'un gars qui a tout gagné, d'une légende vivante, des commentaires comme ceux-là, à l'endroit du Québécois Jonathan DiBella, c'est vraiment, vraiment... ça fait du bien à entendre et ça en dit long, en fait, sur la performance du Québécois. Un nom à retenir, si vous ne le connaissez pas, allez regarder ses combats, allez regarder ses faits saillants. Il n'est pas à l'UFC, il n'est pas dans une grosse organisation. Le kickboxing, c'est pas le sport le plus populaire, mais vraiment en Asie, là, Jonathan DiBella est en train vraiment de se faire un nom et gagne vraiment à être connu ici, chez lui, à la maison, à Montréal. Chapeau à Angelo, son père et son coach. On a vu sa maman également qui était sur le bord du ring, qui était aux anges. Toute l'équipe. Il y avait Howard Grant également dans son coin cette fin de semaine, son coach de boxe. Toute l'équipe. DiBella, félicitations pour cette victoire épique du côté de la Thaïlande vendredi dernier. Et Joe DiBella qui ramène sa ceinture de champion de ONE FC avec un chèque de 50 000 bonnies de la soirée également, en plus dans ses bagages. Chapeau à toute l'équipe DiBella et à Jonathan pour cette superbe victoire. Ça fait le tour pour nous. Ça complète cet épisode du SOS Podcast. Merci à Dominique, exceptionnellement, qui était à la technique aujourd'hui. Merci à Johan qui était là. Eman Zahabi. UFC Rio cette fin de semaine et couverture complète de l'UFC Vancouver. On sera sur place à TVA Sport la semaine prochaine également. Ciao tout le monde. À bientôt pour un autre épisode du SOS Podcast. SOS Podcast!